Madame, Monsieur, bonsoir. Vaccins et industrie pharmaceutique au menu de votre émission ce soir. Jeudi 27 janvier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI donne le coup d'envoi du projet de production de vaccins, une unité industrielle à Ben Slimane. Elle sera amenée à couvrir 70% des besoins du Royaume et plus de 60% des besoins de notre continent. Ce projet ambitieux coûtera un demi-milliard d'euros, financé par un partenariat public-privé, assurer donc l'autosuffisance, soit en ligne droite avec la vision royale de souveraineté sanitaire. Une stratégie marocaine qui ambitionne d'ici 5 ans de positionner le Royaume comme un champion continental du vaccin et des biothérapies. Pour cela, 3 phases ont été déterminées. La première, à court terme, est baptisée projet Atlas. Elle vise à assurer la capacité de remplissage en flacons, en salle blanche pour le vaccin anti-Covid-19, fruit d'un partenariat avec le géant chinois Sinopharm. Cette phase est assurée par l'industriel marocain Sotema. Et déjà actif, ce projet permet de produire à ce jour 3 millions de doses, portées à 5 millions dès février, donc le mois que l'on s'apprête à entamer, et 20 millions de doses ciblées pour la fin de l'année en cours. La phase 2 de la stratégie nationale a été baptisée projet Lyon 1 et 2. Elle porte sur la fabrication de la matière première, à savoir le vaccin lui-même. Elle consiste en la création d'un nouveau centre de production de vaccins et de biothérapie à l'horizon 2025. Enfin, la dernière phase, le projet Dakhla 2023-2030, qui a pour objectif, rappelons-le, de développer une production de biothérapie ainsi que des ingrédients actifs et biosimilaires. Pour comprendre les enjeux de ces projets pour l'avenir de la biotech et de l'industrie pharma Made in Morocco, je reçois ce soir Mohamed Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. Bonsoir Mohamed Bouhmadi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci. Et nous ferons également le point sur la vaccination et l'importance de la fabrication locale en médicaments en tout genre avec le professeur Jafar Haikal, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Bonsoir professeur Haikal, toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous dans Questions d'actu. Merci infiniment pour votre invitation, un plaisir toujours d'être avec vous. Largement partagé. Mohamed Bouhmadi, alors si on commençait à parler d'abord de cette première étape qui est déjà entamée, qu'est-ce que le fill and finish? Alors d'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire que nous avons suivi avec beaucoup de fierté et de joie la cérémonie de lancement des travaux de l'usine de Ben Slimane par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique a été, dès juillet 2021, a adressé une lettre de félicitations et de remerciement à Sa Majesté pour cette initiative et pour sa clairvoyance dans le domaine pour le Maroc, dans le domaine de la santé en particulier. Cette première étape, comme vous venez de le dire, elle vient aussi renforcer le tissu industriel qui existe au Maroc. Vous savez qu'au Maroc, il y a 50 établissements pharmaceutiques qui fabriquent des produits des plus basiques aux plus complexes, en passant par les biosimilaires. Et aujourd'hui, ce projet déjà vient renforcer notre arsenal thérapeutique pour nous permettre d'accéder à une thérapie, à une fabrication de vaccins et de produits biologiques. Alors, la première étape que vous venez de signaler, c'est une étape 1 dans le projet dans laquelle nous allons remplir, enfin les flacons sont remplis, le flacon de vaccin. Il y a une importation de bulk dans des conditions bien précises, parce qu'il faut bien sûr garantir toutes les étapes de la production. On reçoit un bulk et ce bulk il est mis en flacon dans le laboratoire de Sotema pour permettre aux patients et aux citoyens marocains d'avoir dans un premier temps 3 millions de doses aujourd'hui et 5 millions de doses d'ici fin février. Donc c'est une étape de conditionnement, de remplissage de flacons en salle blanche pour avoir un produit fini à partir d'un bulk. Très bien. Parlons du besoin à présent avec vous, professeur Jafar Haikal. Est-ce qu'on a une date limite de besoin en vaccins, notamment anti-Covid-19 ? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut souligner, je rejoins ce que dit Sib Bouhmadi. D'abord, le Maroc avait déjà une plateforme et je pense qu'on peut être fier de notre industrie pharmaceutique. Ça, c'est extrêmement important parce qu'elle nous a permis jusqu'à présent de couvrir pas mal de besoins et même d'exporter. Donc, il faut en être fier et c'est grâce à cette plateforme déjà existante que le Maroc aujourd'hui a pu se positionner pour devenir un leader de la vaccination et des biothérapies. En ce qui concerne nos besoins aujourd'hui, le Maroc aussi a prévu, et dès le départ, grâce évidemment à la décision très importante royale
de vacciner l'ensemble donc des Marocains et même des résidents étrangers au Maroc gratuitement sur l'ensemble donc du territoire, et nous avons pu nous approvisionner. Mais nous avons constaté partout dans le monde, beaucoup moins au Maroc, et on en est vraiment heureux, que les besoins étaient énormes, puisque vous le savez, beaucoup de pays en voie de développement, et particulièrement en Afrique, ne dépassent pas parfois 2, 3, jusqu'à 7% de la population vaccinée, alors que le Maroc, vous le savez bien, pour la primo-vaccination, on a atteint un niveau vraiment exceptionnel, qui est du niveau de tous les pays donc développés, de près de 80% de la population cible pour les 2 doses, et nous sommes en train de progresser pour la 3e dose. J'espère qu'on va encore faire beaucoup plus pour la 3e dose, pour le booster. Mais néanmoins, et là encore une fois, je pense que la clairvoyance royale, encore une fois, a montré toute son importance, c'est que on sait qu'avec les phénomènes pandémiques, on sait qu'avec les cycles épidémiques, on sait qu'avec les nouveaux Qu'est-ce qu'un virus... cycle épidémique, justement, professeur Haikal, en sachant bien sûr que on connaît un peu cette triste réalité sur le continent africain. Quand on parle d'épidémie, c'est souvent d'ailleurs relaté et relatif au continent africain. Est-ce qu'on peut parler d'un cycle épidémique post-Covid-19 ? Et qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait, parce que vous savez, on aura de nouveaux variants, comme aujourd'hui on est au variant Omicron et dans son dérivé BA2, on aura de nouveaux variants. Et dans ces nouveaux variants, comme pour la grippe saisonnière, la stratégie vaccinale va s'imposer comme une stratégie importante. Évidemment, au même titre que les mesures barrières, que certaines stratégies thérapeutiques, mais la vaccination deviendra un élément clé, et son approvisionnement, sa disponibilité, son accessibilité deviendront des enjeux. Et c'est pour ça que le Maroc va se positionner comme un leader de la coopération sud-sud, de base, comme il veut l'être et comme il sait l'être, mais de plus en plus, il deviendra parmi le cercle fermé des leaders mondiaux de la vaccination et de la biothérapie, parce que de toutes les façons, les cycles pandémiques, les cycles épidémiques, les nouveaux variants ne vont pas s'arrêter. Voilà. Et donc, il faudra couvrir nos besoins, mais également les besoins d'un certain nombre donc, de pays en voie de développement. Et je crois que le Maroc a tous les atouts pour réaliser cela. Évidemment, il faudra du temps, il faudra beaucoup d'investissements, il faudra de la recherche-développement, il faudra impliquer les chercheurs marocains, mais je pense que ce n'est qu'une bonne chose. C'est un acquis extrêmement important pour notre pays, mais surtout pour énormément d'autres pays qui vont trouver dans le Maroc ce leader qui va les aider à passer certaines étapes pour la biothérapie et pour la vaccination. Mohamed Bouhmadi, justement, vous représentez aujourd'hui le secteur privé, et pour que cet investissement voit le jour, il y a eu un partenariat public-privé qui a été mis en place. Pourriez-vous nous parler justement de ces 3P, de ce PPP pour la création de cette unité de production donc à Ben Slimane, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, est-ce que le projet de Sotema est également concerné par ces PPP ? Et tout simplement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être des prémices pour la naissance d'un réel PPP dans l'industrie pharmaceutique à l'avenir ? Pardon. Alors, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, le partenariat public-privé est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on ne peut pas splitter les systèmes en disant que d'un côté, il y a le privé et de l'autre côté, il y a le public. Les deux doivent travailler ensemble, et comme l'a précisé le professeur Haikal, dans des cas de pandémie majeure comme ça a été le cas pour notre pays, le Maroc, on doit absolument on doit renforcer le partenariat public-privé pour lui permettre justement d'aboutir sur des résultats tangibles. Il y a eu l'action de Sotema, c'est parfaitement un exemple type de partenariat public-privé, puisque Sotema étant un laboratoire privé, côté en bourse, comme vous le savez, a été sollicité par le gouvernement pour faire une étape de fabrication de ce produit-là. Et Sotema a répondu présent et a été vraiment d'une efficacité extraordinaire. Donc aujourd'hui, le partenariat public-privé existe aussi par rapport à d'autres organismes comme l'Institut Pasteur. Vous savez aussi, c'est un organisme qui est public et il y a des conventions avec les industriels. D'ailleurs, il est membre observateur de notre Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique. Et donc, nous pensons que les deux systèmes doivent fonctionner et le partenariat public-privé doit être très fort. Comme vous le savez aussi, dans le cadre de la couverture médicale universelle, c'est une étape clé aussi pour que ce partenariat public-privé soit renforcé pour permettre l'accès aux soins des patients, qu'ils choisissent d'aller dans le public ou qu'ils choisissent d'aller dans le privé, et que les deux systèmes doivent fonctionner en parfaite synergie. Très bien. Est-ce que, quand on parle de ce partenariat public-privé, il concerne
l'investissement en infrastructures concerne-t-il aussi le volet recherche et développement? On connaît que c'est un peu le parent pauvre généralement de plusieurs industries. C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire les budgets qui sont alloués à la R&D sont très minimes par rapport à ceux qu'on met pour des investissements divers dans tout secteur confondu, dont celui de la pharmacie ou de l'industrie pharmaceutique. Quelle est la part de la R&D dans ces PPP justement? Alors aujourd'hui, si vous voulez, au Maroc, on fait de la recherche au niveau de tout ce qui est développement galénique. Ça existe déjà au Maroc. Qu'est-ce que c'est? Et on fait un certain nombre d'essais cliniques, etc. Par rapport aux partenariats publics-privés au niveau de la recherche et développement, comme vous le savez, pour faire de la recherche, il faut être adossé à une université. L'AFMIP, notre fédération, a signé des conventions. Des laboratoires aussi ont signé des conventions avec des universités, avec l'université Mohamed VI de Ben Guerir, avec l'université de Casablanca, avec Ben Six d'Atman, avec l'université de Rabat, de Fès et de Jadida. Et donc, toutes ces universités-là vont nous permettre d'avoir des passerelles entre l'industrie et l'université, avoir des doctorants qui travailleront sur des sujets qui intéressent l'industrie pharmaceutique en matière de traitement, d'essais cliniques, de diagnostic. Et c'est comme ça qu'on peut développer la recherche, parce qu'on ne peut pas faire comme les multinationales qui ont énormément de moyens. Vous savez, le marché marocain, c'est un petit marché pharmaceutique. Donc, même si on investit tout le chiffre d'affaires qu'on fait dans la recherche, ce sera très faible par rapport à ce qu'investissent les multinationales dans leur recherche. Donc aujourd'hui, nous devons nous adapter. Et c'est ça la force du Maroc, c'est la résilience. Ça nous permettra effectivement, avec les moyens que nous avons, de pouvoir les utiliser le mieux possible pour sortir avec des brevets, parce qu'on a quand même les moyens. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons la technologie, nous avons les ressources humaines, nous avons les compétences humaines pour nous permettre d'avoir des produits de recherche et développement, d'avoir des brevets et de pouvoir les enregistrer et les exporter. Donc ça, c'est notre challenge et on doit absolument y arriver. Et le challenge, oui, mais le challenge, c'est de mettre en place un écosystème de l'industrie du vaccin même. Est-ce qu'on en a déjà les bases aujourd'hui? Avec le projet de Ben Slimane, je pense que ça sera justement un élan pour permettre cette recherche aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce qui a été dit, c'est que le projet de Ben Slimane va permettre de faire de la recherche de biotechnologie pharmaceutique, va permettre de produire des produits à base d'ARN, des matières premières, un certain nombre de composants, et bien évidemment de produire aussi des produits innovants et d'aller vers de la recherche. Donc ça, pour nous, c'est une plateforme. C'est pour ça que ce projet-là est vraiment tellement intéressant et important pour notre industrie, c'est qu'il va nous permettre d'accéder justement à la recherche, parce que par sa taille, par les moyens qui sont mis en place, il pourra bien évidemment allouer des budgets importants pour de la recherche et également abriter des doctorants et des gens qui vont travailler sur de la recherche avec un partenariat justement entre l'industrie pharmaceutique, notre fédération, et ce projet d'envergure pour notre pays. Très bien. Alors, professeur Haikal, je voudrais revenir avec vous d'abord sur, si vous voulez réagir, hein, bien sûr, vous êtes libre de réagir sur ce qui a été développé par Mohamed Bouhmadi, mais par rapport à cette question de formation pertinente, hein, d'ailleurs comme souhaité par le souverain, les ressources humaines. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux des ressources humaines proprement qualifiés pour s'attaquer, n'est-ce pas, à des projets aussi ambitieux qu'est la fabrication de vaccins? Écoutez, d'abord, encore une fois, je pense que beaucoup de gens l'oublient. Notre industrie pharmaceutique marocaine, réellement, ça fait partie des fiertés que nous avons sur le plan industriel. Et moi, je peux le dire en tant que médecin, en tant que chercheur et enseignant. Et d'ailleurs, l'industrie pharmaceutique marocaine nous a beaucoup aidés dans la crise de la Covid. Moi, en tant que praticien, les médicaments disponibles, beaucoup de produits, de consommables grâce à l'industrie pharmaceutique marocaine. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et cette plateforme, heureusement, c'est ce qui nous a servi pour ce thème et pour d'autres, hein, pour que nous puissions aller dans la vaccination et la biothérapie. Alors, effectivement, et je rejoins Si Bouhmadi, ils ont signé beaucoup de conventions, mais en fait, l'enjeu n'est pas au niveau de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique marocaine privée, elle est performante, elle a des ressources, elle a des capacités. Maintenant, il faut que la faculté, il faut que l'université marocaine s'ouvre sur son environnement, sur son écosystème industriel. Et ça, c'est important. Absolument. Mais qui doit aller vers l'autre, justement? Professeur Haikal, qui doit aller vers l'autre? Est-ce que c'est l'université qui doit aller vers les industriels ou vice-versa?
Alors, écoutez, les industriels, moi, je crois qu'ils sont prêts parce qu'ils ont tout intérêt, dans le cadre de la recherche-développement, à s'approcher des universités. Mais les universités doivent changer de paradigme et s'ouvrir sur leur environnement industriel et sur leur écosystème. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que les chercheurs marocains aient les moyens. Et ça, il faut le reconnaître. L'université marocaine fait ce qu'elle peut sur le plan académique. Nous avons de très belles universités au Maroc, on a de bons chercheurs marocains, mais qui n'ont pas les moyens. Et ce partenariat public-privé dont vous avez parlé tout à l'heure à juste titre, pourrait être un modèle qui est, j'allais dire, académico-économique, où nous préservons évidemment tout ce qui est académique, recherche, mais grâce à des moyens financiers du privé. Et chacun y trouve son compte. D'ailleurs, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, un peu moins la France. Malheureusement, nous, on a toujours suivi donc, la France. La France est très en retard en matière de recherche-développement. D'ailleurs, dans la vaccination contre la Covid-19, tous les pays se sont mis et la France, qui était connue, par exemple, en matière de vaccination, a pris beaucoup de retard. Hein. Et donc, c'est très important que l'université aille également vers l'industrie pharmaceutique marocaine, qui, je vous le dis, j'en témoigne, est excellente. C'est une fierté nationale et même d'ailleurs internationale. Hein, il faut le dire, l'OMS le reconnaît, pour aller faire en sorte qu'il y ait des partenariats dans des études épidémiologiques, dans des essais cliniques, dans également des recherches, donc développement, dans l'évaluation d'interventions thérapeutiques. Tout cela peut se faire dans un partenariat qui est dans certaines régions. Hein. Tout à l'heure, Sidi Bouhmadi a parlé de l'université Mohamed VI de Ben Guerir, qui est un superbe fleuron académique marocain, mais on peut envisager d'autres universités. Il y a Casablanca, il y a Rabat, il y a Agadir, il y a l'Ayoun. Il y a une très belle faculté de médecine également à l'Ayoun. Il y a Marrakech, il y a Fès, il y a Oujda. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des possibilités au niveau donc, du Maroc, mais il faut aussi, il n'y a pas que le privé qui doit faire un pas vers le public, ça bien sûr, mais aussi le public doit accepter dans le changement des mentalités d'aller vers le privé. Et c'est important. Et ce n'est pas incompatible. On peut avoir une mission de service public tout en étant dans le privé. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique, même si elle est dans le privé, elle a joué beaucoup de rôles de mission de service public pour l'État, pour la vaccination, mais également pour des médicaments. Et l'université, elle doit avoir le soutien du secteur privé pour également accomplir cette mission de service public qui est former les futures générations de chercheurs marocains. Et on a des femmes et des hommes extrêmement brillants dans ce pays, mais qui ont besoin de moyens, qui ont besoin de plateformes technologiques, de plateformes de recherche et de bourses de recherche aussi, parce qu'on a du potentiel dans le contexte marocain. Très bien, nous allons parler de la phase 1, n'est-ce pas, de fabrication de vaccins, notamment ce fill and finish. Parlons à présent de la phase 2 de la stratégie nationale. Donc, il s'agit de projet Lyon 1 et 2 qui portent, je le rappelle, sur la fabrication de matières premières. De quoi s'agit-il? Sommes-nous outillés pour attaquer cette phase, donc ce projet Lyon 1 et Lyon 2, Mohamed Bouhmadi, et surtout quand on parle de production de vaccins à l'horizon 2025, comme il a été stipulé dans la présentation de cette phase-là. Donc parlez-nous davantage sur les détails, je ne vais pas dire parce qu'on ne connaît pas les détails techniques, mais en tout cas sur la fabrication de matières premières et sur notre préparation à fabriquer la matière première de ces vaccins. Alors, juste pour revenir sur le sujet qui a été évoqué par le professeur Heikel, pour ne pas oublier un élément dont je voulais parler, effectivement, la FMIP a fait des conventions avec toutes les universités, y compris l'Ayoun, puisqu'on a été invité à l'inauguration, à Agadir, etc. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne travaille pas que sur un sujet ou de la biotech, on travaille sur tous les sujets. Il y a eu pas mal de conventions qui ont été signées, par exemple, pour commencer à travailler sur l'intérêt du cannabis en thérapeutique. On travaille sur des plantes marocaines qui sont utilisées dans certaines activités thérapeutiques pour prouver justement leur intérêt et leur activité. On travaille sur des compléments alimentaires. Enfin, il y a vraiment des chantiers. Et ce qui est important, c'est que l'université a les doctorants, a les structures, l'industrie pharmaceutique a des idées, des moyens, des laboratoires de recherche. Et ensemble, on arrivera, Inch'Allah, à combiner les deux et sortir avec des produits. Pour revenir à votre question, donc de la phase 2, effectivement, le projet a été fait avec une très très grande logique. Dans un premier temps, on importe du bulk, on le remplit dans des flacons stériles
en salle blanche, on le met rapidement à la disposition des patients marocains dans les meilleurs délais. Et ça, c'était important parce que si on devait attendre de faire le transfert de technologie pour produire, pour amener les souches et produire la matière biologique, ça demande plus de temps. Et ça demande des infrastructures, des équipements, des validations de process, sans rentrer dans le détail technique, des validations analytiques, des stabilités, etc. Donc ça demande du temps. C'est la raison pour laquelle phase 1 permet de faire quelque chose pour ramener le produit très rapidement sur le marché. Pendant ce temps-là, en temps masqué, on travaille sur l'installation de l'usine, parce qu'il faut installer l'usine, ça va être installé en module, ramener donc les équipements, les qualifier, les valider, faire lancer le lot pilote et produire dans un premier temps avec du bulk importé, puis après faire la synthèse locale à partir de cellules biologiques, de produire des anticorps, de produire des vaccins, et puis bien sûr aussi des anticorps, puisque l'usine est prévue également pour faire de la biologie ciblée, de la biologie, l'industrie pharmaceutique biologique. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont bien calculées, bien réfléchies, et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas tout de suite, si on devait faire l'étape 2 avant l'étape 1, on aurait attendu et on aurait eu des dégâts au niveau de la pandémie. Donc on avait besoin tout de suite, et vous avez vu à quel point certains pays ont gardé les vaccins pour eux, à quel point, heureusement que grâce à la vision de Sa Majesté, on a été précurseurs, puisque dès le départ, toutes les décisions ont été prises de façon extraordinaire. Donc au niveau de la fermeture des frontières au début, avec le confinement, avec la fabrication des masques, avec la fabrication des gels et des produits pour le protocole du Covid, toutes les usines, la nôtre aussi, a été sollicitée pour fabriquer des gels, fabriquer des produits pour le Covid, et tous les laboratoires pharmaceutiques ont répondu présent et ont été avec la difficulté du Covid. Vous savez qu'on a pris des décisions de travailler en 3-8, travailler les week-ends pour que tous les produits soient disponibles dans les délais pour permettre justement d'avoir ce qu'il faut en quantité pour les protocoles thérapeutiques anti-Covid. Ensuite, cette usine de Ben Slimane, l'étape 2, ça va permettre une fois que tout est installé, donc on fait les lots pilotes, on remplit, mais avec des capacités plus importantes, puisque vous avez cité tout à l'heure les chiffres, et après, une fois que tout ça c'est fait, tout est sur les rails, on produit à ce moment-là le produit biologiquement actif qui va permettre d'alimenter donc l'usine et de produire pour le Maroc et pour le continent africain et pour d'autres régions du monde. Est-ce que c'est déjà le cas pour un médicament? Est-ce que le Maroc produit aujourd'hui de la matière première, Mohamed Bouahmadi? Alors, aujourd'hui, le Maroc ne produit pas de matière première parce que ça, c'est une des ambitions de notre association, de notre fédération, c'est de pouvoir fabriquer des matières premières. Mais le problème, c'est que les matières premières, ce qui est important pour c'est le marché. Le marché marocain est un tout petit marché. Donc, si on devait fabriquer de la matière première, impossible d'installer des réacteurs, d'installer des équipements pour fabriquer la matière première pour le marché marocain. Maintenant, il y a des opportunités, c'est qu'avec le Covid, on a eu quand même beaucoup de leçons, parmi lesquelles c'est que justement de renforcer la sécurité sanitaire de notre pays dans les médicaments, et pourquoi pas relocaliser ou colocaliser ce qui se passe au niveau de l'Europe. Donc le Maroc pourrait bien évidemment abriter des structures pour fabriquer de la matière première, à condition que l'Europe accepte et travaille avec nous, et surtout quand on fabrique des produits dans les règles de l'art sans polluer notre pays, parce qu'on ne voudrait pas non plus ramener les choses qui polluent pour le Maroc juste pour dire qu'on produit des matières premières au Maroc. Donc il faudrait qu'on fasse des choses de façon intelligente, qu'on produise des matières qu'on pourra commercialiser dans le monde entier, un peu comme ce que fait l'Inde et la Chine, et on pourrait être un dragon à ce niveau-là, mais à condition que ça soit bien fait, que ce soit fait sans qu'on soit un peu l'endroit où on fabrique les produits que l'Europe ne veut pas produire pour ne pas polluer chez eux. Très bien. Il est important de le rappeler. Jafar Haïkel, professeur Haïkel, revenons sur l'importance de ces vaccins et aujourd'hui sur la campagne de vaccination, bien sûr applaudie des quatre coins du monde. Mais aujourd'hui, il s'agit non pas d'encourager, n'est-ce pas, la vaccination, la 3e, voire même la 4e dose, mais surtout de corriger certaines idées reçues par rapport à la vaccination, lutter même contre ces réticences, j'ai envie de dire, qui se sont légèrement proliférées ces derniers mois, alors qu'on avait atteint une bonne vitesse de croisière. Bien, les choses se sont un peu
essoufflé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes, comme on dit, et on s'attaque à ce fléau de réticence, d'antivax, pour ne pas les nommer ainsi, pour ne pas tomber dans le cliché, hein, mais en tout cas pour ces personnes qui ne voient plus la vaccination comme avant? Écoutez, je vous remercie pour cette question parce que moi, je vois des patients au quotidien, les vaccinés, les non vaccinés, les réticents, les moins réticents, etc. Clairement, je crois qu'il faut faire attention. Les médias sont cruciaux. Vous êtes une aide très précieuse, les réseaux sociaux également. Mais dans certaines situations, certains réseaux, malheureusement, ne transmettent pas les bonnes informations. Les informations scientifiques, il faut les comprendre, les analyser et les utiliser à bon escient. La vaccination aujourd'hui est un élément crucial de la lutte contre cette pandémie en termes de prévention de la gravité, de l'hospitalisation et des décès. Je pense qu'il faut être clair dessus. La vaccination contre la Covid-19 n'a pas eu comme vocation, contrairement au vaccin classique, et c'est pour ça que peut-être les gens ne comprennent pas, n'a pas eu comme vocation de stopper la transmission de la Covid-19 ou de ses variants. Son objectif, c'était de réduire de façon autant que possible la transmission. On a réussi à le faire avec le Delta, beaucoup moins avec l'Omicron, puisqu'on a réduit à peine de 30% les risques de transmission. Par contre, même avec l'Omicron, la vaccination dans ces 2 doses, puis la 3e, maintenant on a une nouvelle étude qui vient de sortir sur plusieurs milliers donc, de personnes, qui montre que même contre l'Omicron et même contre les dérivés, le BA1 et le BA2 de l'Omicron, eh bien la vaccination réduit de 70% les cas graves, la réanimation, les soins intensifs et donc les décès. On n'empêchera pas le virus de circuler, surtout l'Omicron, parce qu'il est extrêmement transmissible. Il a un taux de reproduction de base extrêmement élevé par rapport au Delta. On connaît également son mécanisme d'action, pourquoi il se transmet plus vite, pourquoi il échappe un peu plus à notre système immunitaire. Nous savons tout ça. Mais ce que nous savons aussi et que la population doit comprendre, c'est qu'il sauve contre, il réduit les cas graves et l'hospitalisation et les décès. Et ça, il faut l'accepter. Bien évidemment, encore une fois, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, comme pour les médicaments, et je pense que tous mes amis de l'industrie pharmaceutique marocaine seront d'accord avec moi, comme pour tout médicament, eh bien, tout vaccin n'est pas dénué d'effets indésirables potentiels. Ils sont rares, ils sont peu fréquents et ils peuvent arriver. Dans certaines situations, c'est 1 cas pour 100 000, dans d'autres, c'est 1 cas pour 5 ou 6 millions. Donc, les vaccins disponibles au Maroc qui ont permis de vacciner les Marocains, à savoir Sinopharm, Astra, Pfizer et Johnson, que nous avons eu au Maroc, et le Maroc a bien fait les choses, ont montré des effets indésirables très rares, peu fréquents et dans la quasi-totalité des cas peu graves. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'effets indésirables? Non, il peut y en avoir effectivement, mais le bénéfice outrepasse largement donc le risque. C'est pour ça que la réticence donc des personnes, on doit essayer de leur expliquer, d'éduquer, de sensibiliser. Sensibiliser aussi par rapport aux tranches d'âge, parce que selon certains chiffres qui ont été avancés, eh bien, ce sont les tranches d'âge qui sont les plus exposées aux dangers de complications, qui sont les plus réticents finalement. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'information n'a pas suffisamment circulé, n'a pas été suffisamment expliquée. Et effectivement, certaines personnes porteuses de maladies chroniques, nous on le voit, on a beaucoup de difficultés avec les diabétiques, les hypertendus et les personnes obèses qui sont réticents à prendre la 3e dose parce qu'on leur a dit attention, ça va donner telle et telle chose, attention, on va plus sentir notre bras, attention, j'ai des fourmillements, attention, j'ai des membres engourdis. Attention, attention. Ce qui est dans beaucoup des cas, des informations qui ne sont pas vraies ou qui sont en tout cas exagérées par rapport à leur importance. Oui, est-ce qu'on peut avoir quelques effets locaux, une douleur au point d'injection, un mal de tête, une petite fièvre, effectivement, quelques petites sensations de fourmillement? Oui, cela peut exister dans certaines situations, mais ça ne justifie pas l'arrêt à l'utilisation de la 3e dose. La 3e dose, et aujourd'hui on n'avait pas suffisamment de preuves, aujourd'hui on a des preuves, elle réduit de façon drastique, je le répète sur votre antenne, elle réduit de façon drastique, et je le vois tous les jours avec mes patients, le risque de complications, de cas graves
et de décès. Évidemment, est-ce qu'elle réduit à 100%? Non. Évidemment, il y a des cas qui peuvent effectivement se compliquer, mais dans la majorité des situations, eh bien, on réduit. Et c'est pour ça que c'est très important cette stratégie, mais au même titre que les mesures barrières, dépistage, les médicaments qui sont disponibles au Maroc. Il y a beaucoup de médecins qui traitent les Marocains par des médicaments qui sont disponibles au Maroc, et ça c'est très important. Professeur Aïka, je me permets de vous interrompre et poser cette question parce qu'elle a soulevé le débat il y a quelques jours, quelques semaines par rapport à la disponibilité des médicaments, notamment qui traitent de la Covid-19, tout comme la grippe ou le rhume d'ailleurs. Mohamed Bouhmadi, quelle gestion aujourd'hui, quelle gestion stratégique des médicaments? Bien sûr, les professionnels, en tout cas de l'industrie, ont déclaré qu'il n'y avait pas de problème de production. Du côté des officines, on a relaté et relevé des pénuries. Qu'en est-il aujourd'hui dans cette gestion de stock? Alors, comme vous le savez, au Maroc, au niveau du ministère de la Santé, il y a l'Observatoire pour la gestion des stocks. Et cet observatoire, on est tenu de déclarer normalement les stocks en temps normal tous les mois. En période de Covid, on déclare toutes les semaines. La loi, il y a une circulaire qui nous oblige, qui exige des laboratoires pharmaceutiques d'avoir un stock de 3 mois sur les ventes, sur les stocks des ventes, 3 mois de stock de ventes annuelles, à peu près, on va dire 25% des ventes annuelles, et un mois pour les grossistes. Donc généralement, la pandémie du Covid a coïncidé, surtout avec l'Omicron, avec l'arrivée de la grippe. Ce qui fait que nous, on n'a pas de problème de stock. Il y a une tension sur certains produits, notamment pour le traitement de rhume ou de grippe, mais tous les traitements de base pour toutes les pathologies, y compris pour le Covid, il n'y a pas eu de problème, puisqu'il y a eu une tension, et il y a eu aussi ce qu'on appelle les achats de panique. Lorsque quelqu'un sait qu'un produit est tendu, quand il va à la pharmacie, au lieu d'acheter une boîte, il va prendre 4 boîtes, tout de suite, en disant, voilà, il y a une tension, il vaut mieux que je garde ça chez moi et pour mes parents, etc. Ensuite, le pharmacien, quand il voit qu'ils vont, au lieu de vendre 20 boîtes d'un produit, il va vendre 80, il va commander 8, 80 aussi. Le grossiste fait la même chose, et ainsi de suite. Donc après, les laboratoires essaient de répondre à toutes les demandes, mais les laboratoires pharmaceutiques ont travaillé en 3-8 ces derniers temps. Ils ont aussi travaillé les week-ends, pour permettre justement d'assainir, qu'il n'y ait pas de tension et qu'il n'y ait pas cet achat de panique qui est provoqué par les bruits de réseaux sociaux, et puis aussi par une demande, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une demande. Et puis il y a beaucoup d'automédication. Vous savez comment ça se passe sur le plan culturel chez nous. Lorsque quelqu'un est dans une maison, il entend quelqu'un qui tousse, il dit tu as fait ça, il prend l'ordonnance, il va prendre la même chose sans aller voir le médecin, sans faire un suivi, etc. au niveau de son médecin ou de l'hôpital. Et donc du coup, ça a fait beaucoup de demandes qui ont fait qu'il y a eu un appel d'air, qui a fait qu'il y a une tension sur certains produits. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tension, il y a une tension, mais il n'y a pas eu de rupture. Les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui ont tous du stock. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de problèmes. Encore une fois, on ne sait pas. Vous savez, avec le redémarrage de l'activité au niveau monde, il y a eu un certain nombre de continents et de pays qui sont accaparés les matières premières. Ça veut dire aussi qu'on est dans une situation de danger. Au niveau du carton, au niveau des articles de conditionnement, au niveau des matières premières, les prix ont flambé de tous ces composants, ils ont flambé. Pourtant, l'industrie a assuré, parce que vous savez, les prix sont bloqués, donc automatiquement, quand la matière première ou les articles de conditionnement augmentent, donc c'est l'industriel qui supporte. Tout ça, on l'a géré. Juste, vous savez, des fois, on commande des matières, et normalement, nous, on travaille par ce qu'on appelle des rolling forecasts, c'est-à-dire on va donner des prévisionnels sur 18 mois, et on fait des commandes fermes sur 4 mois. Aujourd'hui, les fournisseurs, ils ne vous garantissent pas les délais. Ils vous disent, passez votre commande, après on verra. Au moment où vous voulez réceptionner votre matière, ils vous disent, maintenant ça a augmenté de 30%. Vous payez 30%, sinon vous ne prenez rien. Donc ça crée beaucoup de tension. Même tout ça, les industriels l'ont géré, l'ont très bien géré. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri de problèmes dans le futur. Et donc c'est pour ça qu'on travaille actuellement avec notre ministère de tutelle pour justement régler ces problèmes-là conjoncturels et également parler du transport, parce qu'aussi, comme vous le savez, le transport a flambé, aussi bien le transport maritime que par avion. Et il n'y avait pas beaucoup d'avions cargo ces derniers temps. Maintenant, alhamdoulilah, les frontières sont ouvertes, donc je pense que l'activité va reprendre normalement. Mais on a subi pas mal de pression que nous avons gérées. Ceci dit, au niveau industrie, les laboratoires ont ce qu'il faut, ont leur stock de sécurité, travaillent de manière continue, assurent l'approvisionnement du marché en produits fabriqués localement, génériques
Et, alhamdoulilah, on a des produits en quantité, on a des alternatives, et aussi pour les productions importées. Donc il n'y a pas de complications majeures, à part quelques tensions sur certains dosages de paracétamol par exemple, ou du zinc, ou quelques produits de rhume. Tension aussi, Mohamed Bouhmadi, sur la balance commerciale pharmaceutique. Les choses s'améliorent-elles par rapport à l'année passée, notamment bien sûr avec, on le sait, on était en pleine pandémie. Est-ce qu'en 2022, cette balance commerciale devrait s'alléger? Alors, c'est un sujet très important que vous venez de citer. Notre souhait, c'est que nous puissions produire au Maroc tout ce qui peut être produit. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons un certain nombre de produits, mais d'autres produits sont importés alors qu'ils devraient être fabriqués localement. Si on fait ça, rien qu'en produisant au Maroc tout ce qui peut être importé, ça nous fait une économie de 3,5 milliards par an. Donc ça permet d'alléger la balance commerciale. Aujourd'hui, la balance n'est pas favorable, bien évidemment, parce que déjà les matières ont flambé, les vaccins, parce qu'il y a une pression, et puis parce que les vaccins, et puis la fabrication locale, elle représentait jusqu'à 80% dans les années 90. Aujourd'hui, elle représente 52% seulement. Donc il y a quand même une dégradation de la fabrication locale que nous souhaitons améliorer et revenir à un niveau important qui nous permet d'assurer notre sécurité et souveraineté sanitaire en matière de produits fabriqués. Si on a ces produits fabriqués localement, on fera des économies parce qu'ils coûtent moins cher, on fera de la valeur ajoutée, plus d'impôts payés au Maroc, et ensuite on permettra au Maroc d'avoir une sécurité sanitaire et on sera tranquille par rapport à tout le circuit de distribution classique. Justement, combien investissent les membres de votre fédération pour justement améliorer cette production nationale locale du médicament Made in Morocco? Alors, aujourd'hui, comme les produits qui sont fabriqués, enfin, les membres de notre fédération fabriquent tous les produits qui sont à la fabrication locale. Après, c'est le ministère qui décide d'attribuer un statut à l'importation ou à la fabrication locale en fonction généralement de la taille du marché, des produits innovants et ensuite de la taille du marché essentiellement. Donc c'est soit un produit innovant, il est donné à l'importation, soit il y a un similaire, il faudrait qu'il soit fabriqué localement. Ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, on pourrait faire une substitution de produits de l'importation vers la fabrication locale, mais encore une fois, ce n'est pas une décision qui revient à notre fédération, aux membres de notre fédération, c'est une décision des ministères de la Santé et de la direction des médicaments et de la pharmacie et de l'industrie qui devrait attribuer. Est-ce que justement, est-ce que le département de l'industrie et de l'industrie, je me permets de vous interrompre, le département de l'industrie ne devrait-il pas être plus concerné par le fait en tout cas par cette stratégie nationale, hein, n'est-ce pas, du médicament? Parce que c'est une industrie, in fine, avec son écosystème, etc. Tout à fait. Tout à fait. On est dans un système un peu triangulaire. Donc il y a l'industrie pharmaceutique, il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce et notre ministère du tutelle qui est le ministère de la Santé. Et généralement, ce qu'on cherche en nous, c'est de faire des accords tripartites entre les deux, parce que d'un côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce va nous aider, va nous faciliter la vie par rapport aux investissements. Et le ministère de la Santé, qui est le régulateur, va nous permettre aussi d'avancer. Notre souhait aussi, c'est d'avoir une agence du médicament qui va être autonome et qui nous permettra à ce moment-là d'avoir l'agence et le ministère de l'Industrie. Donc le ministre de l'Industrie indépendante. Nous avons rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce. On lui a fait part un petit peu d'un certain nombre de choses que nous souhaitons, parce que vous savez, dans le monde, beaucoup d'industries ont beaucoup de supports. Ils ont des crédits d'impôt quand ils font de la recherche, ils ont des subventions au niveau du transport, ils ont beaucoup de facilitations pour justement développer le tissu industriel. Donc notre souhait, c'est que nous travaillons faire une convention ou des accords avec nos deux ministères, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Santé, pour justement favoriser l'investissement local et produire localement tout ce qui peut être produit et justement développer l'export et le façonnage pour les pays européens, pour les pays américains et aussi à assurer l'approvisionnement de l'Afrique, parce que vous savez, le Maroc exporte pas mal vers l'Afrique, fait des transferts technologiques vers l'Afrique et donc on doit aussi développer ce partenariat sud-sud. Très bien, partenariat Sud-Sud qui a été évoqué tout à l'heure par professeur Heikel. Je reviens à vous par rapport à ce rôle que des players comme le Maroc, d'ailleurs, seront amenés à jouer à l'avenir dans cette souveraineté. On parle de souveraineté sanitaire pour le Maroc, mais aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit d'imposer, j'ai envie de dire, une souveraineté sanitaire africaine.
Oui, écoutez, tout à fait. Je crois que c'est très important que d'abord que chaque pays, moi je le souhaite d'abord pour mon pays, je souhaite qu'on ait cette souveraineté sanitaire en termes donc de, bien sûr, de produits de santé, en termes donc de médicaments, donc de vaccins, de prise en charge donc de nos malades. D'ailleurs, je rappelle encore une fois que depuis 2 ans et quelques, la prise en charge de tous les patients Covid-19 au Maroc, qu'ils soient marocains ou autres, ont été pris en charge par des professionnels de santé marocains au Maroc. Donc, je veux dire, la souveraineté sanitaire est cruciale parce que la santé est intimement liée au social et à l'économique. Et maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, vous avez raison de le dire, la souveraineté sanitaire africaine. Et pourquoi cela? Parce que malheureusement, les pays en voie de développement dépendent beaucoup d'un certain nombre donc, de pays donc, développés. On l'a vu pour la vaccination. On a vu qu'aujourd'hui, un certain nombre donc, de pays développés ont atteint plus de 85 voire 90% de leur population totalement vaccinée, alors que certains pays africains sont à 3% et la moyenne africaine aux alentours un peu moins donc de 10%. Donc la solidarité, le creusement des inégalités sanitaires, de l'inéquité sanitaire, malheureusement, continue. Ça ne s'est pas réduit au cours des dernières années, encore moins au cours donc, de la Covid. Et c'est pour cela que je crois encore une fois que le leadership marocain dans le cadre d'une coopération sud-sud, mais de façon générale pour tous les pays en voie de développement ou les pays émergents, c'est extrêmement important que pour tout ce qui concerne la santé, qui est le bien commun le plus important dans une nation, c'est la santé. Évidemment, les autres secteurs sont importants, l'éducation, l'emploi, l'industrie, etc. Mais le bien commun qui est la santé donc de tous, ce bien commun, eh bien, il faut faire en sorte qu'il soit dans le cadre d'une souveraineté nationale, voire africaine, voire de tous les pays donc émergents, comme il y a eu une époque, les enjeux des pays non alignés. Eh bien, c'est la même chose pour la souveraineté sanitaire. C'est important qu'un certain nombre donc, de pays, et le Maroc pourrait être leader dans ce sens, que nous assurions une souveraineté sanitaire totale et complète. Très bien, et c'est certainement une opportunité aussi, n'est-ce pas? Mais il reste peut-être un petit challenge, celui du Made in Maroc, du produit Made in Maroc, et notamment du médicament. On ne va pas parler que du vaccin, n'est-ce pas? Il y a ce Made in Maroc et le challenge qui revient souvent, c'est la compétitivité du produit, c'est la qualité, est-ce que ce produit-là est bien marketé? Quid du médicament et du produit de l'industrie pharmaceutique marocaine, Mohamed Bouhmadi? Alors justement, nous avons tenu le 26 janvier dernier, ce mois-ci, une conférence au niveau de la CGM en rapport avec le livre blanc édité par la CGM pour parler justement du volet médicaments dans ce livre blanc. Et les sujets qui ont été évoqués, c'est l'accessibilité, la souveraineté et le Made in Morocco. L'accessibilité, parce que vous savez, pendant la Covid, 10 pays dans le monde se sont accaparés 70% des traitements ou des vaccins. Comme l'a dit le professeur Heikel, l'Afrique est le parent pauvre dans ce système, puisqu'ils ont eu 1,2 à 3% maximum de traitement. Aujourd'hui, quand vous regardez le pourcentage de gens vaccinés, c'est vraiment dérisoire au niveau de l'Afrique. Donc ça, c'est le problème de l'accessibilité. Ensuite, au niveau de la souveraineté, nous pensons que l'industrie pharmaceutique a un rôle majeur à jouer par rapport à ça. C'est un acteur incontournable. Nous travaillons étroitement avec notre ministère de la Santé et de la Protection sociale, justement pour renforcer cette souveraineté, pour avoir les mécanismes et les réglementations qui permettent d'aller vite, d'avoir les AMM rapidement, les prix rapidement, une certaine réactivité. Et notre souhait aussi, c'est d'aboutir sur l'agence du médicament, une agence indépendante, comme je viens de le dire. Et ensuite, le troisième point, c'est le Made in Morocco. Vous savez que le Maroc est classé zone Europe au niveau en matière de santé. Nous avons des usines qui sont certifiées européennes, américaines, OMS. Donc, vraiment, le problème de qualité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, les produits sont fabriqués dans les règles standards, on respecte les bonnes pratiques de fabrication. L'industrie pharmaceutique, elle est faite de façon très précise, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'on fabrique un médicament,
il y a des paramètres, il y a un certain nombre de formations, il y a des habilitations des gens. Donc tout est codifié. Ce n'est pas comme si on fabriquait quelque chose au niveau d'une autre industrie. Donc tout est codifié, les paramètres sont clairs, les inspections sont faites tout le temps, les audits internes ou externes ou croisés sont faits au niveau des usines. Et donc nous invitons justement les professionnels à visiter nos usines pour voir comment on travaille, connaître un peu les contraintes et tout le système d'assurance qualité qui est mis en place pour justement avoir des produits de qualité. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de notre industrie locale qui produit des médicaments de qualité. L'usine de vaccins vient renforcer cet arsenal et, alhamdoulilah, nous sommes dans une perspective de développement. La recherche est le maillon faible. Il faut absolument qu'elle se développe et qu'on puisse aussi aboutir sur des produits innovants. Il ne faut pas qu'on n'ait que des produits avec des transferts de technologie, mais des produits réfléchis au Maroc et mis au point au Maroc. Et puis, avec ça, nous allons développer les choses, Inch'Allah, de façon certaine et sereine. Merci beaucoup, Mohamed Bouhmadi. Donc, un dernier mot, professeur Jafar Haikal, par rapport à ce statut de pandémie qui pourrait passer à celui d'endémie. Ça a été le cas chez nos voisins espagnols. Est-ce que vous pensez que Omicron, s'il n'y a pas de nouveaux variants qui soient plus dangereux, plus létals, on peut se diriger vers cela? Si oui, est-ce que la vaccination devrait continuer? Je reviens peut-être à ma première question, mais selon bien sûr l'évolution des choses que nous sommes en train de suivre, est-ce que si effectivement on passe de pandémie à endémie, on ne sera pas amené à vacciner toute la population chaque année, comme c'est le cas pour la grippe? Écoutez, c'est une excellente question, je vous en remercie. Je crois qu'effectivement que l'Omicron a réussi, entre guillemets, jusqu'à date, peut-être que les données scientifiques changeront dans les prochaines semaines ou prochains mois, ce que je ne souhaite pas, a réussi à faire passer la Covid-19 d'un statut de pandémie à un statut d'endémie, comme ce que nous avons à propos de la grippe saisonnière, mais également la tuberculose. Vous le savez que chaque année au Maroc, on a 29 000 à 30 000 nouveaux cas donc, de tuberculose qui est devenue une maladie endémique au Maroc, comme la grippe saisonnière. Eh bien, ce n'est pas parce qu'une maladie est endémique qu'il ne faut pas vacciner. Bien au contraire. L'endémicité d'une maladie veut dire qu'il faut dépister, veut dire qu'il faut isoler et traiter le cas échéant, mais veut dire également qu'il faut prévenir. Mais qui? D'abord et avant tout, les populations vulnérables. Et par exemple, comme pour la grippe saisonnière, on recommande chaque automne de vacciner surtout les 65 ans et plus, ceux qui ont des maladies chroniques, etc. Probablement, à partir de cette année 2022, nous aurons soit des vaccins mixtes, soit des vaccins pour la grippe saisonnière et des vaccins également contre la Covid-19, contre certains variants de la Covid-19, pour protéger soit toute la population, soit, lorsque les données scientifiques seront encore plus présentes, vacciner surtout les plus vulnérables. Et c'est à l'État évidemment de décider et aux commissions scientifiques à adapter. Est-ce qu'on va vacciner les 65 ans et plus, ceux qui ont une maladie chronique, ceux qui sont obèses, ceux qui ont d'autres maladies qui vont déprimer leur système immunitaire? Eh bien, tout cela pourra se faire dans les prochains mois avec sérénité. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'installer dans une psychose à cause du nombre de nouveaux cas. Nous savons que pour l'instant, et il faut s'en féliciter, c'est moins grave, ça tue moins, il y a plus de cas. Il faut rester prudent et extrêmement vigilant chez les populations vulnérables et ceux qui ont une maladie chronique. Et la vaccination, à mon sens, encore pour les prochaines années, restera un outil important au même titre que les mesures barrières et la stratégie thérapeutique avec les médicaments de base disponibles dans le contexte marocain. Merci beaucoup, professeur Jafar Haikal. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste spécialiste en maladies infectieuses. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi. Et je donne peut-être la parole, un dernier mot à Mohamed Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, sur l'avenir de cette industrie du médicament et de la fabrication de vaccins. C'était donc notre sujet aujourd'hui. Un dernier mot, Mohamed Bouhmadi. Tout à fait. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre industrie. Comme vous le savez, avec ce projet de fabrication de vaccins au Maroc à l'usine de Ben Slimane, nous allons faire du Maroc un hub international en matière de recherche et développement. Cette usine, nous y croyons, ce projet, nous y croyons fortement. Il va créer des emplois, améliorer la balance commerciale, développer l'export, etc., etc. Donc, pour nous, c'est un sujet fondamental. Nous allons contribuer à sa réussite, Inch'Allah.
Et puis, nous sommes toujours présents, engagés pour la santé de notre pays et nos concitoyens. Merci beaucoup, Mohamed Bouhmadi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Question d'actu. Très bonne soirée.